Nous vous l'avons dit avec Armand, qu'il a déjà annoncé tout à l'heure, nous allons nous intéresser à l'agriculture, mais à l'agriculture numérique, ou digitalisée. Nouvelle voie embrassée désormais par notre pays, le Togo. Et quel plaisir. Non, mais je l'ai dit, quand émission qu'il y a Vivia. Voilà, même si c'est vrai qu'il y a des moutons dans les champs, mais en tout cas, il ne peut y avoir qu'un seul bord. Oui, qui n'est pas au plateau. Qui n'est pas au plateau. Bien sûr. Bien sûr. Nous avons du plaisir aujourd'hui à être avec le DG de l'INTRA, Monsieur Douti. Bonjour, bonne arrivée. J'espère que vous n'êtes pas traumatisé par tout ce que vous avez vu depuis que vous êtes arrivé. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Je vous fais rapidement les présentations, si vous permettez. Avant même que vous ne vous présentiez, saluer encore plus les téléspectateurs. Vous avez donc en face de vous Miss Light, Madame Lumière, nouvellement chassée du staff de Monsieur Elias Attaï. Vous avez donc celle qui vous invite aujourd'hui, Miss Armande. Enchantée. Voilà, vous avez Aïcha ici présente. Vous avez celle qui est cool parce qu'elle n'a pas envie de verser son nom aujourd'hui, jeudi, notre très chère Émilie. Et puis vous avez le crooner de l'émission, Monsieur Elias Attaï. L'oncle Bachane est là et puis tout le reste également de l'équipe est là. C'est bon pour vous? C'est très bon. Magnifique. Alors maintenant, j'ai juste dit Monsieur Douti, mais je vais vous laisser totalement dérouler votre patronyme si vous me le permettez. Et puis dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter encore mieux, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Douti. Mon petit nom, c'est Évariste. C'est mignon. Donc, comme vous l'avez dit, je suis le directeur général de l'Institut togolais de recherche agronomique. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation pour réveiller le peuple togolais avec beaucoup d'informations. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Douti. Alors, comme je le disais tantôt, le Togo est en train d'aller à une autre dimension de l'agriculture, notamment l'agriculture numérique. Et on aimerait un peu, comme vous l'avez dit tout de suite, réveiller le Togo avec beaucoup d'informations. On aimerait informer encore plus le peuple togolais parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas encore atteint plusieurs contrées ou pour même ceux de la diaspora qui aimeraient revenir au pays et investir dans l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture numérique et quels sont les enjeux de cette agriculture au Togo et comment ça peut impacter la productivité? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Togo a une vision de l'agriculture qui nécessite que des pas géants soient faits pour opérationnaliser cette vision. Et donc, dans ce sens, la feuille de route gouvernementale dans son projet 25 de l'axe stratégique 3 a prévu que tous les secteurs digitalisent les services au public. Et donc, le secteur de l'agriculture n'étant pas du reste, nous sommes en plein dans la numérisation. Et pour répondre à votre question, l'agriculture numérique, c'est cette agriculture-là dans laquelle les nouvelles technologies de l'information sont mises à contribution pour vraiment booster, et ça j'embraye sur les enjeux, pour booster la production à travers l'amélioration de la productivité. Et donc, dans ce sens, on utilise beaucoup plus les nouvelles technologies de l'information pour essayer de réduire le temps de communication et la pénibilité de certaines actions et surtout réduire les coûts et les intrants utilisés en agriculture. Et donc, pour finalité,
améliorer la productivité et donc sauvegarder aussi l'environnement. Donc voilà ce que je peux résumer à cette question-là. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, vous venez récemment de parler de réduire les coûts. Et quelles sont les actions qui sont posées afin de pouvoir réduire les coûts pour les agriculteurs, par exemple? Au niveau du Togo, beaucoup d'actions sont menées dans le sens de l'utilisation des technologies de l'information en agriculture. La toute première action que je vais donner, et je crois que au niveau de la TVT, vous nous aidez à le faire, c'est la diffusion des prévisions saisonnières à travers les données météorologiques. Ça, c'est un aspect de l'utilisation du numérique dans l'agriculture, puisque pour déterminer quand est-ce qu'il va pleuvoir, les périodes de sécheresse et tout, il faut utiliser les images satellitaires. Et donc ça relève du numérique. Donc voilà, parmi la panoplie, une des actions que nous menons au Togo en lien avec l'utilisation de l'agriculture numérique. Et deuxièmement, il y a un exemple palpable que nous avons expérimenté il y a quelques années déjà. Vous savez, en agriculture, comme je l'ai dit, il y a les intrants qu'on utilise. Et chez nous, l'intrant le plus recherché par les producteurs, compte tenu de la faiblesse de la fertilité des sols, c'est les engrais. Et lorsqu'il ne commence pas à pleuvoir, compte tenu de la cherté de l'engrais dans la sous-région, le Togo fait des efforts, mais on constate que ces efforts sont souvent mis à rude épreuve par des patriotes véreux qui veulent leur gain personnel et qui font partir les engrais. Donc c'est de la subvention, c'est beaucoup d'argent qui s'en va. Donc pour arrêter cette saignée, nous avons réfléchi ensemble avec le ministère de l'économie numérique, qui est le ministère chargé des nouvelles technologies. Nous avons réfléchi pour mettre en place un porte-monnaie électronique du paysan. Et donc, oui. Et je crois qu'il y a quelques années, nous l'avons expérimenté et dans tous les cas, ça avait marché parce que ce porte-monnaie électronique consistait à envoyer la subvention de l'État, de la part de l'État, aux producteurs déjà identifiés vulnérables sur leur téléphone. Et donc, ces producteurs recevaient un message pour leur dire, voilà, pour vous appuyer en tant que vulnérable à pouvoir faire peut-être 1 hectare ou 2 hectares, le gouvernement met à votre disposition tel montant qui vous permettra de vous présenter devant un magasin de vente d'engrais pour que le magasinier, qui est aussi formé dans ce sens, puisse, en regardant le message, vraiment se rendre compte que vous figurez sur la liste des vulnérables et que vous avez été subventionné. Donc, vous voyez, voilà un autre aspect de la digitalisation au niveau de l'agriculture togolaise. Et en septembre 2023, ça ne fait même pas encore 1 an, le Togo a pris la courageuse décision de rentrer dans la digitalisation de la certification phytosanitaire. Vous savez, pour échanger les produits agricoles dans le monde, il y a un certain nombre de règles qui sont instaurées pour éviter qu'on éparpille les maladies des végétaux, qu'on infeste les aliments et tout ça. Donc,
pour pouvoir faire partir un produit végétal ou un aliment d'un pays vers un autre, il faut qu'il y ait un papier ou une certification qui accompagne ce produit pour dire que les techniciens ont suffisamment vérifié le produit pour qu'il ne contienne pas quelque chose de toxique ou de nuisible ou de nocif à la consommation, que ce soit humaine ou animale. Et donc, depuis un bon bout de temps, ce certificat se faisait de manière manuelle, physique, voilà, manuscrite. Et donc, il y avait aussi beaucoup de fraude dedans. Oui, beaucoup de fraude dans la confection du papier, beaucoup de fraude dans les gains que l'État devait avoir puisque c'est facturé, et puis beaucoup de pertes en temps et puis en finance aussi pour les opérateurs qui faisaient ces mouvements, ces échanges de produits. Et donc, la Convention internationale pour la protection des végétaux a initié une plateforme électronique qui permet aux pays qui adhèrent de pouvoir directement sur la plateforme certifier des produits. Donc, on n'a plus besoin de traîner des papiers d'un pays à un autre. Il suffit seulement que le processus, depuis la production jusqu'à l'exportation, soit suivi par des techniciens qui certifient au fur et à mesure pour qu'en un seul clic, une signature soit mise par le premier responsable du pays qui chapeaute ce processus pour que dans un autre pays, le certificat soit disponible pour dire, voilà, il y a tel produit qui va quitter le Togo pour, par exemple, l'Allemagne ou pour les États-Unis. Ce produit a été suivi depuis la production jusqu'à l'exportation et est déclaré indemne de tout nuisible qui puisse endommager l'environnement ou la santé humaine. Donc, ce n'est pas un processus facile, c'est un processus très difficile que beaucoup de pays évitent d'ailleurs, mais l'ambition du Togo pour l'agriculture a poussé les autorités togolaises à adhérer, et le Togo devait être le 23e pays sur le monde, dans l'ensemble du monde, à adhérer à cette plateforme électronique. Voilà un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Comme je parlais de la fertilité des sols, ça c'est le domaine de la recherche. Le Togo est l'un des pays aussi à avoir caractérisé et cartographié les sols de l'ensemble du territoire. Donc on sait, quand vous allez dans la région des savanes, les caractéristiques du sol, qu'est-ce qui manque dans le sol, quels sont les éléments, et ainsi de suite, dans toutes les régions. Donc, il y a une carte de la fertilité des sols qui a été réalisée par les techniciens togolais en collaboration avec l'Office chérifien des phosphates. Et cette carte de la fertilité des sols est disponible actuellement sur le net à travers la plateforme Fertitogo. Donc, il y a une plateforme. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai envie d'investir, je vais sur ce site-là, je regarde cette carte-là, et selon la fertilité du sol de la région, je sais si je fais bien d'acheter des terres là-bas pour peut-être vouloir cultiver du chou, de l'ananas et tout. Vraiment, c'est une plateforme d'aide à la décision. Vous avez, je crois que vous avez très bien vu le pourquoi de cette carte. Vous achetez un terrain quelque part, vous devez savoir quelles sont les caractéristiques du sol de ce milieu, qu'est-ce qui manque dans ce sol et quelle culture vous pouvez faire, ou si vous voulez faire une autre culture, qu'est-ce que vous apportez à ce sol pour pouvoir le faire. Donc voilà une autre action de la digitalisation de l'agriculture au niveau du Togo. Il y a plusieurs actions. Il y a des journaux en ligne. Vous savez, avant, lorsque le ministère de l'Agriculture faisait son bilan, c'était des journalistes qui venaient prendre note, qui devaient retourner écrire sur des papiers
faire un journal, aller... Bon, maintenant, il y a des journaux en ligne. Il y a Agri-Digital, peut-être que vous connaissez, oui. qui est un journal en ligne que j'apprécie. En un clin d'œil, tout de suite, quand il y a un événement agricole, il diffuse et ça passe tout de suite dans le système d'information et tout le monde est informé. Donc voilà quelques éléments de la digitalisation. Il y en a une panoplie. Si vous voulez, on pourra citer l'idée de digitalisation de l'appui conseil. Donc actuellement, vous savez que nous avons des techniciens qui sont sur le terrain. Dans chaque canton maintenant, il y a un conseiller technique en gestion des entreprises qui relève de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique. Et donc, ils sont aux côtés des producteurs, des coopératives, pour les aider à pouvoir mettre en application tous les itinéraires, à les mettre en lien avec les opérateurs pour les appuis en intrants, les achats de leurs produits. Mais maintenant, le gouvernement est en train d'initier, peut-être que ça devait être en perspective, mais je devais dire ça en perspective, mais c'est déjà enclenché, ce n'est pas encore au bout. Effectivement. Oui. Donc voilà, le secteur agricole est pleinement en phase avec l'axe 3 et le projet 25 de la feuille de route gouvernementale. Nous voulons, si possible, digitaliser tous les services aux producteurs. Alors, vous avez plein de questions qui arrivent et je vais quand même vous lire un message. Oui. Et ça, je crois que ça va nous permettre aussi d'être informés. Alors, bonjour. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous n'avons pas la subvention pour les engrais? On continue de souffrir. Et deuxièmement, est-ce que ce que l'ITRA fait couvre également l'élevage? Alors, je crois que concernant les cheptels, bon, on va vous laisser. Et parce que mon oncle va tenir moi là. C'est ça. Ok, je vais remercier d'abord le téléspectateur qui a réagi. Ça prouve que les gens sont en train de nous suivre et sont intéressés par le sujet. Et je vais commencer par le dernier volet de sa question. À savoir si l'ITRA couvre le secteur, le volet animal. Oui. L'ITRA est un établissement public à caractère scientifique et agricole. Et à cet effet, l'ITRA couvre l'ensemble des spéculations de la production agricole. Quand on dit production agricole, ce n'est pas seulement les végétaux qu'il faut voir, c'est aussi la production animale, mais aussi l'environnement dans son ensemble. Parce que les animaux ne peuvent pas vivre si l'environnement n'est pas ce qu'il faut. Les végétaux aussi, vous voyez, quand il y a juste une poche de sécheresse, le végétal que tu cultivais pour attendre tel rendement ne va pas te le donner. Donc, l'ITRA travaille aussi bien sur les végétaux, sur les animaux, mais en respectant et en regardant comment les variations climatiques peuvent être utilisées pour que ces végétaux et ces animaux soient adaptés. Donc, c'est pour dire à notre frère que l'ITRA travaille sur les animaux, même sur la production halieutique. Nous avons des stations de recherche pour les bovins, des stations de recherche pour les ovins caprins, des stations de recherche pour les porcs à Glidi, et nous avons même une station de recherche pour la pisciculture, c'est-à-dire les poissons à Bodrafo. Donc voilà un peu. Oui. C'est juste peut-être, c'est vrai, les gens ne savent pas les thématiques et même les activités menées par l'ITRA. Mais comme je le dis tout de suite, à Glidi, nous avons une station de recherche sur les porcs avec des races améliorées et très
rustique, comment est-ce qu'on appelle, productive, de porc. Oui, très, très bien, résistante, des races résistantes à beaucoup de maladies. À Boudrafort, nous avons une station de recherche en pisciculture, en production de poissons, avec tilapia. Voilà, avec des tilapias, des races, des races de tilapia très bien. Nous avons des alevins, nous faisons l'alevinage à Boudrafort. Ah oui, Donc, hein. si vous voulez élever du poisson dans un petit étang dans votre maison, Oui. vous faites un tour à Boudrafort, vous avez des alevins de très bonne qualité qui peuvent, en 2 mois, vous donner des poissons de plus d'1,5 kg. Wow. Ouais. Entrepreneuriat, là. Ouais. Des bonnes choses. Non, ne dormez pas alors. Oui, mais justement, mais le Réveillez-vous. souci, c'est que moi, je suis très... Non, pas du tout. Bachana, toi, hein. Vraiment. C'est vraiment... Les Kotokoli, ils confondent le poisson à la cola. Donc, Bien sûr. oui. Vous avez... Alors, non, mais sérieusement, parce que c'est vrai, on parle d'entrepreneuriat et ce sont des marchés qui sont porteurs. Quand on parle, non, sérieusement, quand on parle de pisciculture aujourd'hui, comment ça pour voilà, donc c'est vrai, pour pouvoir le faire, il faut quand même que les coûts soient raisonnables pour qu'on puisse justement aussi nous y lancer. Donc, même si nous, les Kotokoli, nous confondons souvent cola et poisson, dites-nous quand même, sans toutefois peut-être ne pas trop entrer en profondeur, si les coûts sont assez abordables pour nous qui avons peut-être envie de nous lancer dans ce genre de business, par exemple. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Quand on parle d'une station de recherche, tout de suite, les gens se disent, est-ce que si je vais là-bas, ma bourse me permet, mais c'est plutôt le contraire. Vous allez vous faire arnaquer par d'autres personnes qui passent par la station de recherche pour vous fournir des choses. Et donc, vous voyez sur l'ensemble du processus ce que ce démarcheur, entre griffes, va gagner sur vous. Moi, je vous dis qu'à Boudrafort, quand vous allez, le poisson n'est pas quelque chose d'extraordinaire où vous devez payer un prix. Non. Quand vous allez, je crois que peut-être ça dépend de la quantité de poissons que vous voulez. Il faut anticiper pour faire une commande pour qu'on puisse être sûr, de vous satisfaire. Et comme ça, le prix en fonction de la quantité. Et puis, c'est souvent subventionné par beaucoup de projets, surtout les projets écolos qui sont en train de promouvoir comment est-ce qu'on appelle la sauvegarde de certains étangs ou retenues d'eau. Et ils facilitent la production de poissons dans les étangs au lieu de laisser les gens aller empoisonner les eaux pour récolter les poissons et tout ça. Il y a beaucoup de projets, d'initiatives qui appuient. Je voudrais dire que si vous êtes intéressé, il y a des occasions qu'on pourra vous appuyer à saisir pour installer votre étang piscicole. Voilà. Le geste alarmant, pardon? Voilà, c'est à vous tous. Non, mais c'est à nous tous. Mais chacun attrape ce qu'il veut. Vous, on a parlé, vous n'avez retenu que retenu d'eau. Alors nous, qui aimons le CIFIOR, on sait déjà qu'on va s'investir. C'est ça pour notre entrepreneuriat. Oh là là. Ah, c'est ça. Bachana a une question. Tu veux nous aider avec un micro, je t'en prie, Light?
Je pense qu'il y a un volet de la question qui n'a pas encore été répondu. Oui, l'autre par rapport aux engrais. Aux intrants. Oui, voilà, par rapport aux engrais, c'est vrai que l'auditeur ou bien le téléspectateur a raison, parce que, vous savez, quand on dit subvention, tout le monde veut avoir la subvention. Vous voyez, C'est normal. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Vous voyez, je prends l'exemple de la subvention qui était faite sur le carburant. Je crois que vous avez tous suivi. C'était une subvention générale. Et donc, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que la subvention ne profitait pas qu'aux Togolais seulement. Ça, moi, j'habite une zone frontalière. Il y a des étrangers qui quittaient d'autres pays pour venir pomper, faire le plein de leur... Vous voyez, ça, c'est une manière de laisser les appuis du Togo aller ailleurs. C'est la même chose pour les engrais, comme je l'ai dit. Moi, j'ai été un homme de terrain, j'ai été directeur régional de l'agriculture dans les savanes pendant un bon moment. Toute ma carrière en tant que directeur régional de l'agriculture, mon seul souci, c'était comment faire pour éviter la fuite des engrais vers nos voisins, nos pays voisins, qui n'avaient pas, qui ne faisaient pas des stocks comme le Togo le fait et qui ne vendaient pas de l'engrais de qualité comme chez nous ici, à un prix aussi bas comme chez nous ici. Donc, c'était juste une occasion, chaque fois qu'il pleuvait, des gens s'infiltrent dans les rangs, des gens qui se disent Togolais. Vous voyez, des gens se présentaient, c'était des Togolais qui prenaient... Non, ils prenaient les engrais comme Togolais, mais ils se débrouillaient pour faire passer cet engrais ailleurs. Donc, maintenant, pour éviter que ce soit tout le monde qui se présente pour dire, voilà, on dit, il faut que tu sois au moins agriculteur, propriétaire d'une parcelle connue et reconnue par les techniciens ou la population au sein de laquelle tu vis. Donc, voilà un peu pourquoi des gens, vous allez voir, des gens vont vous appeler ici pour dire, on n'a pas l'engrais, on n'a pas l'engrais, alors que ce monsieur n'a jamais même touché la terre pour juste semer une graine. Mais il va se présenter comme Togolais pour avoir 2 ou 3 sacs d'engrais et puis aller faire ailleurs. Donc, c'est juste pour dire à notre frère, si vraiment il exerce le métier, qu'il se fasse connaître par les conseillers techniques en gestion des entreprises dont je viens de parler tout de suite. Ils vont l'enregistrer. Actuellement, il n'y a plus de distinction. Vous venez, on vous enregistre sur un répertoire des producteurs de votre village, de votre canton. Et quand vous vous présentez au magasin, vous êtes servi. Vous êtes servi. Voilà. Et vous voyez le prix, peut-être que les gens voient que 18 000. Et pourquoi ils disent que 18 000, c'est un prix suffisamment subventionné. Les gens ne le comprennent pas. Mais ceux qui sont allés dans d'autres pays ces 2 dernières années acheter de l'engrais, eux, ils témoignent que vraiment, c'est de la subvention. Ailleurs, c'est 25 ou 30 000. Mais ici, oui, ici, on est à 18 000 francs. Voilà. Donc, alors, voilà, Bachana, justement, avait une question. Bachana, n'oublie pas qu'on a dit que chez nous, la poisson, c'est cola et cola, c'est poisson. Oui. Qui dit thème dit Moba. Donc, on est dans le même panier. Oh, j'ai dit avec Bachana, non, tout va bien. Une fois ici, sur ce plateau, on a eu un souci. Les poissons des retenues d'eau publiques, les retenues d'eau publiques, ce qui est allumé un peu partout. Consommer ces poissons va assurer notre bonne santé ou bien quelqu'un qui
Bon, c'est la même chose. Quelqu'un qui va chercher les petits poissons et mettre là-bas pour élever. Ce que l'État fait pour retenir l'eau venant d'un peu partout de la ville, même des déportoirs. Et je voulais aussi savoir la différence entre agropole, ou bien c'est quoi, agropole et puis les ZAP et autres. Oui, bon, je ne sais pas. La première partie de votre question, je ne l'ai pas très bien. Est-ce qu'il est dangereux pour nous de consommer les poissons que nous trouvons dans les retenues d'eau? Il y a eu de grosses pluies il n'y a pas longtemps et plusieurs d'entre nous sommes devenus des commerçants au bord des retenues d'eau. On vendait des poissons qu'on trouvait à l'intérieur. Et beaucoup disaient que ce n'est pas bien parce que l'eau qui vient dans les retenues n'est pas très agréable pour ces poissons-là. Donc, ce sont des poissons qui sont toxiques. Et d'autres disaient « Collé au blana ». Ça, c'était vous. Exact. Non, vous voulez dire quelque chose? Non, non, pour répondre à M. Bachana, tout de suite, je vais lui dire qu'il faut préférer plutôt consommer ce poisson-là. De retenue d'eau? De retenue d'eau. Oh. Oui. Allez. Oui, donc un peu, 2, 3, c'est bon. Ça, c'est le moment où il faut vraiment... Nous l'équipe... Nous sommes choqués. Non, c'est le meilleur poisson qu'il faut consommer. C'est le poisson écologique. Retenu d'eau publique, là. Voilà, si je peux le dire comme ça, c'est le poisson écologique. C'est le poisson naturel même, ça. Parce que, non, je le dis, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous allez au restaurant, on vous sort le tilapia bien doré, là. Mais si vous savez dans quelles conditions ce tilapia ou ce poisson a été élevé, a été transporté d'un pays vers le nôtre, les conditions de transport, la chaîne de froid, peut-être qu'elle a été interrompue quelque part. Elle a été reprise avec le développement de toutes les bactéries, tous les germes. Et on vous le présente parce qu'on l'a assaisonné. Vous préférez ça par rapport au tilapia qu'on a pris. Peut-être que le tilapia qu'on a pris dans les temps naturels n'est pas aussi gros que l'autre. Parce que l'autre, c'est les hormones qui le développent comme ça. Celui que vous avez ici, lui, il est naturel. C'est vrai que les eaux, certaines fois, ne sont pas du tout potables, mais c'est la même chose dans la mer. Les poissons qu'on prend dans la mer pour que vous mangez, vous savez ce qui descend dans la mer? Ce n'est pas parce que c'est une grande étendue d'eau que vous voyez que c'est propre. Si on vous dit ce qui descend dans la mer, hein, même non, je ne vais même pas parler. Dans nos étangs ici, combien de personnes meurent dans nos étangs ici que vous connaissez? Je ne sais pas. Mais dans la mer, un poisson va manger la chair humaine tout de suite et on va vous le présenter dans un bon plat. Vous voyez. Donne-moi des poissons cannibales. Nous tous, on a mangé. Là. On continue de manger. Mais non, on va manger. On a déjà mangé. Oh là là. S'il vous plaît, ce que je vais dire, ceci est une occasion de sensibilisation et d'éducation de la population. Alors déjà, je vous en prie, regardez vraiment la caméra de M. Kouloums, parce que tout le monde vous suit là. D'accord. Donc, je disais que c'est l'occasion. Non, M. Bachana, c'est l'occasion de sensibiliser et d'éduquer nos populations. Nous avons tendance à croire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Même le poisson qu'on vous présente, est-ce que vous savez dans quelle eau il a été pêché? Il a été pêché pour vous être présenté. Franchement dit, si vous répondez à cette question, je peux m'arrêter. Je le pourrai. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, ne regardez pas
comment est-ce qu'on appelle les eaux que nous voyons, ce n'est qu'une infime partie de l'eau. L'eau qui ruisselle, qui va dans le lac Nangbeto. Quand vous passez à Tapamé, vous voyez les poissons. Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux poissons d'Atapamé? Nothing. Du lac de Nangbeto. Mais est-ce que vous savez tout le long de la rivière jusqu'au lac de Nangbeto, ce que l'eau transporte? C'est vrai. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, moi, je crois, en tout cas, c'est mon humble avis, que le poisson qui est pêché dans nos étangs ici sont les plus naturels, les plus à même d'être consommés sans aucune crainte. Ça, je le dis et j'attends que quelqu'un vienne me démentir. Voilà, pour me dire, peut-être avec des preuves, on peut prendre des poissons du lac de Nangbeto et prendre le poisson importé pour faire les tests, les analyses. Et ceux qui ont mangé vont chercher à rendre, ils ne pourront plus. Voilà. Voilà ce que... C'est l'amour de Mon inquiétude, c'est surtout lors des épidémies, par exemple. Il y a choléra dans un quartier. Est-ce que ça, quand ça va dans ces retenues d'eau-là, ça n'agit pas sur les poissons? Les poissons ne seront pas contaminés? Oui, M. Bachana, ce que vous dites est probable, mais vraiment la probabilité est très faible. Parce que le germe du choléra doit se transmettre de l'homme à l'homme. Mais quand ça passe par un intermédiaire ou un hôte, vraiment c'est souvent, jusqu'à ce que ça n'atteigne la deuxième personne, c'est compliqué. Parce que vous voyez le poisson qui est pêché, le temps de la capture, jusqu'à ce que ça ne vienne au marché, jusqu'à ce que ça ne vienne dans la marmite, vous voyez, toutes ces étapes vont faire que le germe risque de disparaître avant de contaminer la seconde personne. Moi, je crois que il faut qu'on se contente souvent de ce que nous avons, qui est souvent même meilleur. Franchement, dis-moi, il n'y a rien qui soit meilleur que ce qui est endogène. Ça, je vous le dis. Il faut qu'on soit clair. On veut la modernisation. On est en train de parler du numérique. On veut aller tout ça. Mais valorisons nos connaissances et nos valeurs endogènes. Donc, Wawa, il ne faut pas... Wawa, j'ai compris. Maintenant, la deuxième question à propos concernant les agropoles. Les agropoles, voilà. OK. Donc, moi, je crois que la différence entre agropole et zone d'aménagement agricole planifiée se situe à plusieurs niveaux. L'ambition de l'agropole est de loin supérieure à l'ambition de la ZAP. Les ZAP, c'est de petites surfaces de 150 hectares que le ministère, le gouvernement aménage pour permettre d'agréger les petites parcelles des producteurs ou carrément de valoriser de vastes étendues difficiles à dessoucher par les producteurs. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures comme sur une agropole. Une agropole, c'est carrément un parc de très vastes étendues avec des aménagements hydro-agricoles pas possibles, même de transformation des produits qui vont être issus de la production. Donc, vous allez voir qu'actuellement, au niveau de la région de la Kara, il y a l'agropole de la Kara qui est en train de s'étendre sur de vastes superficies, avec même la construction des centres de transformation agricole qui vont vraiment révolutionner l'agriculture. Alors que les ZAP, c'est de petites superficies que nous aménageons. On va d'abord dessoucher les arbres et on ripe et on laboure. Et autour des parcelles labourées, peut-être de petits aménagements, des petites retenues d'eau qu'on prévoit ou des forages
pour mettre des superstructures et permettre aux producteurs de pouvoir utiliser l'eau, une petite irrigation. L'irrigation n'est pas suffisamment développée comme sur les agropoles où vraiment c'est de grands investissements. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Vous avez ce message qui dit bonjour à tous, à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Merci au DG pour les explications sur la gestion de l'engrais. Vraiment, nous les CTGA, CTGA, oui, c'est un CTGA, ça, un conseil agricole. Ah, ok, nous sommes traités de tous les noms. Oui. Les gens pensent que ce sont les CTGA qui ne veulent pas qu'ils soient en possession de l'engrais. Vraiment, merci pour les explications, CTGA Wahala. Voilà. Et puis là, on voyait l'exemple du fichier. Fichier engrais. Donc, je clique sur le fichier comme ça. Et tu commences déjà par... Voilà, oui. Je suis en train de cliquer sur le fichier. Il a dit, voici l'exemple du fichier. Donc, j'ai cliqué sur le fichier. Il est en train de s'ouvrir. Terminons l'émission d'abord. Terminons l'émission. Et vous avez bonjour Nectar. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle écosystème marin qui se charge de purification. Les poissons eux-mêmes ont leur système de purification qui est appelé oxygénation organique. Bref, le poisson de retenue d'eau est mal doux. Je me nomme Lakassa Mike. Merci beaucoup, monsieur. Wawa, compris. Mais vraiment, j'aime le président. Non, il y a des amis au plateau là. Non, mais alors... Je peux avoir une dernière question? Il nous reste une minute, Bachana. Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas toujours. Il y a certaines productions agricoles qui ne sont pas... Quand ce n'est pas encore cadré par l'État, les paysans vendent cher leurs produits. Mais lorsque l'État essaie d'ordonner, les prix chutent. Je ne comprends pas. Si nous prenons l'exemple de l'anarcade, des noix de cajou. Avant, les paysans vendaient un peu cher. Mais aujourd'hui, les prix, ça a chuté autour de 300, 350. Or, dans le temps, on vendait jusqu'à parfois même 1000 francs le kilo. C'est un peu aussi comme le soja. Oui. Je ne sais pas. Monsieur Bachana, si je peux répondre à ça, je ne pense pas que ce soit l'intervention de l'État qui fait chuter le prix. L'État intervient juste pour réguler et faciliter les échanges, la production et les échanges. Ce qui a fait chuter le prix, peut-être, c'est à mettre à l'actif en faveur même, c'est une action à saluer de la part de l'État, c'est l'augmentation de la production, c'est l'accroissement de la production. Je le dis en conséquence de cause parce que les 1000 et quelques francs, le kilo ou le bol dont vous parlez, ça date d'il y a 10 ans, 5 ou 10 au-delà. Voilà. Bon, maintenant, depuis 10 ans, l'État a enclenché un processus de développement de la production de l'anacarde. Il y a même, vous avez parlé des APP, il y a des APP que le gouvernement a aménagées et dédiées spécialement à la culture de l'anacarde. Des hectares, des centaines d'hectares, surtout dans la région centrale, comme lui... Doucement avec nous ce matin. Non. Parce que... Tempo, les Wawa, c'est comme ça. J'ai une plantation de ça. Voilà. Bon, donc, c'est plutôt l'augmentation de la production, enclenchée par le gouvernement, qui a entraîné. Vous savez, quand un produit devient massif sur le marché, le prix chute. Et puis aussi les cours mondiaux de l'anacarde. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui fixe ça. Bon, le gouvernement peut intervenir en subventionnant un peu pour éviter que ces producteurs... C'est pourquoi le conseil interprofessionnel de la filière anacarde a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux acteurs eux-mêmes
de se gérer. Voilà, le gouvernement intervient en tant que régulateur. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement de faire chuter les prix. Au contraire, si le gouvernement pouvait, c'est peut-être de dire, de taper sur la table pour dire augmenter les prix de mes producteurs dans Dakar. Exactement. Merci Merci ça. infiniment, directeur. Vous avez tellement de messages. On a bonjour Nectar. Je vous suis depuis Dapaon. Juste dire félicitations au DG de l'ITRA, signé M. Kiliou Elias. Merci, monsieur Elias. Entre les... loin, monsieur Elias. Nous avons eu un plaisir, mais pas possible ce matin, franchement, à recevoir sur le plateau M. Douti Évariste. Comment vous avez dit Eva. Merci. Et on espère vous retrouver très bientôt sur le plateau parce qu'il y a tellement de questions et encore beaucoup de zones qu'on aimerait pouvoir éclaircir pour nos téléspectateurs. Mais nous comprenons aujourd'hui que, comme vous l'avez dit, tout le secteur agricole aujourd'hui, en tout cas concernant le Togo, est en train d'aller totalement dans la feuille de route qui a été édifiée par le gouvernement pour le Togo. Et nous ne pouvons que saluer cela parce qu'il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et surtout, information importante. Ah, Alain, on l'a appelé... Retenu petit poisson de voilà. Non, il y a deux choses. À Goudrafort, c'est là et moi qui allons aller voir le DG et il va nous accompagner pour qu'on puisse faire justement avec plaisir. Avec plaisir. On demande que un ou deux soient mis sur la braise en attendant qu'on arrive. Allez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé un message? Il y a au moins un Elias qui a envoyé. C'est pour son homologue. Voilà. On est déjà devant le poisson. Vraiment, je voudrais vous remercier aussi. Très sincèrement, ce fut un grand plaisir pour moi de venir vraiment réveiller le peuple togolais avec d'aussi importantes informations sur le secteur. Comme vous venez de le dire, le secteur de l'agriculture est en plein chantier. C'est le principal chantier du chef de l'État. Et vous allez suivre que les week-ends, il se déplace pour aller sur ces chantiers. Donc, c'est la preuve que l'agriculture est au centre du développement du Togo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça a été un plaisir. On vous retrouve très bientôt, on l'espère. Bon, après, nous, on va vous faire le retour de comment les choses se sont passées et de comment on a jeté M. Elias Ataï dans le lac avant de revenir. C'est très important. Et on va aller avec la complicité de la régie au deuxième clip du jour et on se retrouve juste derrière.